Nous avons donc vu précédemment 4 exemples d'hormones et de leur mode d'action. Nous allons essayer maintenant de faire une synthèse de ce qu'on a appris en travaillant sur ces différents exemples et de généraliser en fait ce que nous avons appris. Donc nous allons parler d'abord des hormones hydrophiles, hormones peptidiques sur le modèle de l'insuline, amines biogènes sur le modèle de l'adrénaline, ou hormones hydrophobes sur le modèle de T3, T4 ou du cortisol. Nous allons voir ce qu'il y a de commun et ce qui peut être comparé entre les différents systèmes hormonaux. Nous avons donc vu précédemment qu'il existe 3 classes majeures d'hormones. Les hormones peptidiques, qui comprennent environ 3 à 200 acides aminés et qui dérivent donc de la transcription et de la traduction d'un gène. Nous avons traité l'exemple de l'insuline et nous avons également évoqué le glucagon. D'autres hormones seront vues dans cet exposé et par exemple l'hormone antidiurétique. D'autres hormones dérivent d'acides aminés, on les appelle les amines biogènes. Nous avons étudié dans cette situation des hormones dérivées de la tyrosine, comme l'adrénaline ou la dopamine. Nous pouvons nous intéresser aussi à des hormones dérivées du tryptophane, qui sont la sérotonine et la mélatonine. Dans le cas de toutes les hormones évoquées ici, toutes les amines biogènes citées, elles sont hydrophiles et donc elles ont des propriétés communes à toutes les hormones hydrophiles, c'est-à-dire que elles ne possèdent pas de transporteurs spécifiques dans le sang, puisqu'elles sont solubles dans le plasma, et elles devront se fixer sur des récepteurs membranaires au niveau des cellules cibles. D'autres amines biogènes ont une structure qui les rend hydrophobes, et nous avons vu le cas justement des hormones thyroïdiennes dérivées de la tyrosine. Leur structure étant hydrophobe, ces hormones ont besoin de transporteurs spécifiques dans le sang, car elles ne sont pas solubles dans le plasma, et elles pourront par contre, une fois qu'elles seront libérées des transporteurs, traverser la membrane plasmique et se fixer sur le récepteur intracellulaire, donc qui se trouve dans le noyau des cellules cibles. Nous avons étudié aussi une autre catégorie d'hormones hydrophobes, ce sont les hormones stéroïdes dérivées du cholestérol. Nous avons évoqué le cortisol, mais il s'agira aussi des hormones de la famille de la testostérone, l'œstradiol ou les œstrogènes, la progestérone, etc. Ces hormones, étant hydrophobes, se comportent de la même manière que les hormones thyroïdiennes, c'est-à-dire transportées par un transporteur dans le sang et se fixant sur un récepteur intracellulaire. Toutes ces hormones se lient à leurs récepteurs par des liaisons faibles, c'est-à-dire qu'elles font des interactions de type ionique ou hydrogène avec leurs récepteurs. Nous allons donc nous intéresser maintenant aux hormones hydrophiles et dans une première partie aux hormones peptidiques, donc type insuline, glucagon. Ces hormones dérivent de l'expression d'un gène, donc le gène correspondant va être transcrit puis traduit. Les hormones devant être exportées, elles vont emprunter une voie de sécrétion classique par le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi. Elles sont donc synthétisées sous forme de pré-prohormones contenant une séquence signal qui va être excisée dans le réticulum endoplasmique. Dans le réticulum endoplasmique, on aura donc la prohormone. Cette prohormone va ensuite, via des vésicules, rejoindre l'appareil de Golgi, où elle sera maturée, c'est-à-dire glycosylée. Les hormones seront ensuite stockées dans des vésicules, où elles seront clivées pour obtenir l'hormone mature, et cette hormone mature sera donc stockée dans une vésicule, à l'intérieur de la cellule sécrétrice, jusqu'à ce qu'un signal de libération vienne déclencher la fusion de la vésicule avec la membrane, et donc l'exocytose de l'hormone, qui quittera la cellule, puis qui passera dans le sang pour rejoindre sa cellule cible. Nous allons voir ici quelques exemples de maturation des hormones peptidiques à l'intérieur des vésicules de sécrétion. Donc, dans la première partie de la diapositive, on traitera le cas de la TRH, la pré-pro-TRH, qui en fait possède 6 copies de 3 acides aminés de TRH, puisque TRH est un peptide de 3 acides aminés seulement, et donc chaque gène est transcrit puis traduit en une pré-prohormone qui possède plusieurs copies de l'hormone mature, et donc
lorsque le peptide, la pré-prohormone va être découpée, on va obtenir la libération de l'hormone, mais en 6 exemplaires, et puis d'autres peptides qui éventuellement peuvent aussi avoir un effet physiologique. Dans la deuxième partie de la diapo, il y a l'exemple de la POMC, pro-opiomelanocortine, qui est en fait le précurseur de la CTH. Mais lorsque cette prohormone est découpée, elle va en fait donner plusieurs hormones actives. Donc chaque morceau de la prohormone correspond à une hormone, la CTH, la bêta-endorphine ou la gamma-lipotropine. Et donc ça permet en fait de sécréter des hormones, plusieurs hormones qui ont des actions complémentaires et qui vont être libérées en même temps dans le sang. Donc ici, par exemple, la bêta-endorphine permet d'atténuer les douleurs qui peuvent être liées à une situation de stress dans laquelle le cortisol va être produite. Pour l'insuline, nous avons déjà vu que la prohormone contenait un fragment appelé le peptide C qui va être enlevé une fois que des liaisons, des ponts disulfure seront établis entre les chaînes A et B qui permettent de relier la partie N et la partie C terminale de l'hormone. Donc cette maturation se produit dans la partie trans de l'appareil de Golgi et l'hormone mature se retrouve dans les vésicules de sécrétion stockées dans le cytoplasme de la cellule endocrine. Certaines hormones peptidiques peuvent terminer leur maturation à l'extérieur de la cellule endocrine et par exemple dans le sang. C'est le cas de l'angiotensinogène, qui est donc un précurseur hormonal qui est produit par le foie. Ce précurseur va subir des clivages enzymatiques par d'autres hormones qui sont présentes dans le sang. Donc le premier clivage se fait grâce à la rénine, qui est une enzyme produite par le rein. Et donc la rénine va cliver l'angiotensinogène et produire de l'angiotensine 1. L'angiotensine 1, à son tour, va être clivée par une autre enzyme qui se trouve à la surface des vaisseaux sanguins ou produite par les poumons, appelée l'enzyme de conversion, qui va cliver l'angiotensine 1 en angiotensine 2. C'est l'angiotensine 2 qui sera donc l'hormone mature. Donc dans le cas de l'angiotensine, en fait, le précurseur qui circule dans le sang est inactif et c'est l'hormone mature qui va être produite suite à 2 clivages par des enzymes rénine et enzymes de conversion. C'est donc la production en fait de ces enzymes qui va réguler l'apparition de l'hormone mature dans le sang. Nous allons nous intéresser maintenant aux amines biogènes qui sont l'autre classe d'hormones hydrophiles. Donc nous avons étudié précédemment l'adrénaline et nous avons vu que comme la noradrénaline, elle était produite suite à une maturation, une modification d'un acide aminé qui est la tyrosine. La sérotonine et la mélatonine sont elles aussi des amines biogènes qui, elles, dérivent d'un autre acide aminé qui est le tryptophane par des réactions enzymatiques successives, la mélatonine étant un produit de transformation de la sérotonine. Ces molécules, ces hormones, sont synthétisées dans le cytoplasme des cellules productrices, puis transportées dans des vésicules de stockage où elles seront stockées jusqu'à ce qu'un signal déclenche leur exocytose. Donc c'est un processus qui est différent des hormones peptidiques qui, elles, passent du noyau au réticulum, à l'appareil de Golgi et aux vésicules de sécrétion. Nous allons maintenant nous intéresser au mode d'action de ces hormones hydrophiles, donc qu'elles soient de nature peptidique ou des catécholamines. Puisqu'elles sont hydrophiles, elles ne peuvent pas traverser la membrane plasmique, elles vont donc se fixer d'abord sur un récepteur qui est forcément un récepteur membranaire, et ce récepteur, en fonction de sa nature, va entraîner la transduction d'un signal à l'intérieur du cytoplasme ou du noyau de la cellule cible, ce qui va finir par entraîner une réponse de la cellule cible. Dans la plupart des cas, la réponse de la cellule cible à la fixation de l'hormone hydrophile sur son récepteur membranaire va être l'augmentation de la concentration d'une molécule cytoplasmique qu'on appelle un second messager. Cette molécule n'est pas de nature protéique, elle est donc souvent thermostable, et c'est cette molécule qui va d'une part amplifier le message et entraîner la réponse cellulaire. Qu'il s'agisse d'hormones ou de neurotransmetteurs, la nature des récepteurs membranaires est de 4 types. Ces récepteurs peuvent être des récepteurs canaux,
Donc on a par exemple le récepteur au glutamate, le récepteur nicotinique à l'acétylcholine. Donc dans ce cas, lorsque le ligand est fixé, un canal va s'ouvrir et laisser passer dans un sens ou dans un autre un ion, ce qui va modifier le potentiel de membrane et déclencher une réponse cellulaire. Dans le deuxième cas, la fixation du ligand sur son récepteur peut déclencher l'activation d'une activité enzymatique. C'est ce qu'on appelle les récepteurs enzymes. Nous avons vu le cas du récepteur à l'insuline pour les hormones. Et de nombreux facteurs de croissance, comme le GF, possèdent des récepteurs de ce type-là. Donc la partie cytoplasmique du récepteur va avoir une activité enzymatique qui est assez souvent une phosphorylation et va déclencher une cascade de phosphorylation qui va déclencher la réponse cellulaire. Nous verrons aussi, nous avons déjà vu l'exemple des récepteurs alpha et bêta à l'adrénaline ou des récepteurs au glucagon. Ce sont des récepteurs de type RCPG, récepteurs couplés à une protéine G, qu'on appelle aussi récepteurs à 7 domaines transmembranaires du fait de leur structure. Ces récepteurs, lorsqu'ils sont activés par le ligand, vont activer une protéine G qui elle-même va avoir une activité sur une autre protéine membranaire ou cytoplasmique, et cette activité va conduire à la production d'un second messager dans le cytoplasme de la cellule cible. Enfin, le dernier cas que nous n'évoquerons pas ici est le cas des récepteurs de type intégrine. La fixation des ligands sur ce type de récepteur entraîne des modifications de l'interaction du récepteur avec le cytosquelette qui peut entraîner d'une part des modifications de la forme ou du mouvement de la cellule ou aussi un signal de prolifération. Dans tous les cas, ces récepteurs ont tous un domaine extracellulaire qui permet la liaison du ligand, un ou plusieurs domaines transmembranaires qui est donc nécessairement hydrophobe, et un domaine intracellulaire qui lui est impliqué dans la transduction du signal. Les RCPG possèdent des voies de transduction qui sont basées sur le même principe mais qui présentent une grande diversité. Nous avons vu précédemment l'exemple de l'adrénaline qui, en se fixant sur son récepteur de type bêta, va interagir avec une protéine G de type GS qui va activer l'adénylate cyclase et entraîner l'augmentation de l'AMP cyclique qui va déclencher l'activation de la PKA. Donc nous vous demandons de retenir cet exemple-là. Nous avons vu également le cas du récepteur alpha à l'adrénaline qui lui va entraîner l'activation d'une protéine G de type GQ qui elle va entraîner l'activation d'une protéine phospholipase C qui va entraîner l'augmentation de second messagers appelés IP3 et DAG qui vont entraîner à leur tour l'augmentation du calcium intracellulaire ou l'activation de protéines kinases. Donc c'est une protéine G de ce type-là. Et donc nous vous demandons aussi de retenir ce type de voie de transduction. Nous reverrons tout cela en TD. Vous pouvez aussi retenir l'exemple de l'ADH qui possède une protéine G qui s'appelle GI et qui, elle, va produire le mécanisme inverse de la protéine GS, c'est-à-dire qu'elle va inhiber l'adénylate cyclase, ce qui va entraîner une baisse de la concentration de l'AMP cyclique et une baisse de l'activité de la PKA. Ces trois exemples sont donc à retenir. Donc, les récepteurs enzymes sont en général des récepteurs à activité tyrosine kinase. C'est ce que nous avons vu avec l'insuline. Vous voyez ici un autre exemple qui est l'exemple de l'EGF, qui est un facteur de croissance et qui va fonctionner de la même manière. Ici, vous avez donc un récepteur qui possède seulement un fragment transmembranaire, donc une partie N-terminale côté extérieur de la cellule, et puis une partie C-terminale qui se trouve à l'intérieur du cytoplasme. Cette partie C-terminale possède une activité tyrosine kinase et de nombreuses tyrosines sur sa partie cytoplasmique. Lorsque le ligand se fixe, ce récepteur va se dimériser et on va assister à une autophosphorylation, c'est-à-dire une phosphorylation du récepteur par lui-même, les tyrosines de la queue C-terminale étant majoritairement phosphorylées. Elles vont ensuite pouvoir recruter d'autres molécules qui vont entraîner l'activation d'une voie de signalisation.
C'est un petit peu différent dans le cas du récepteur à l'insuline, puisque le récepteur à l'insuline ne s'autophosphoryle pas, mais phosphoryle une autre protéine appelée IRS1. Nous allons voir maintenant la suite du signal médié par un RTK une fois que son ligand est fixé. Donc nous avons vu précédemment que la fixation du ligand induisait la dimérisation du récepteur, puis son autophosphorylation au niveau des tyrosines de la partie C-terminale intracytoplasmique. Les tyrosines phosphorylées vont être reconnues par des protéines qui possèdent des domaines appelés des domaines SH2. Les domaines SH2 sont présents par exemple dans la phospholipase C-gamma, qui est une protéine cytoplasmique. Cette phospholipase C-gamma va donc, comme la phospholipase C vue précédemment, cliver le PIP2 en DHG plus IP3, l'IP3 agissant sur les canaux calciques du réticulum endoplasmique et permettant d'augmenter la quantité de calcium intracytoplasmique. Le DHG peut à son tour activer des protéines comme la PKG, etc. Donc tout ça va déclencher une signalisation et une réponse à l'intérieur de la cellule. D'autres protéines à domaine SH2 peuvent également être recrutées au niveau du récepteur et activer une voie faisant intervenir des protéines appelées MAP kinases, donc des protéines ayant une activité kinase. In fine, la dernière molécule phosphorylée va rentrer dans le noyau et agir comme un facteur de transcription pour activer la transcription de gènes cibles et donc avoir un effet nucléaire. Donc, les récepteurs à activité tyrosine kinase peuvent donc à la fois entraîner des effets cytoplasmiques, mais également des effets nucléaires à plus long terme. Les systèmes décrits précédemment existent chez les animaux, mais des voies similaires en fait existent chez les micro-organismes. C'est le cas par exemple du système à deux composants chez les bactéries, où la fixation d'une molécule attractante sur un récepteur va déclencher la phosphorylation du récepteur dans sa partie cytoplasmique sur une histidine, et ce phosphate va ensuite être transféré à une autre molécule dans la cellule et déclencher une signalisation. Chez les végétaux, on peut avoir aussi des voies similaires. Ici, c'est l'exemple de la réponse à l'éthylène chez les plantes, l'éthylène qui déclenche la maturation, le mûrissement des fruits. Eh bien, l'éthylène, en fait, fixée sur son récepteur, va déclencher une cascade de signalisation de type voie des MAP kinases, comme celle que nous avons étudiée précédemment, qui va ensuite avoir une réponse nucléaire. Alors, nous avons vu dans les voies de signalisation évoquées précédemment un certain nombre de seconds messagers. Ces seconds messagers sont donc des molécules qui ne sont pas de nature protéique. Ce sont des petites molécules qui sont thermostables. Nous avons étudié précédemment l'AMP cyclique, le DHG, l'IP3, le calcium. Le GMP cyclique, nous ne l'avons pas vu, mais il fait aussi partie des seconds messagers, de la même manière que le monoxyde d'azote, qui va être produit dans certaines cellules en réponse à la fixation d'un ligand sur son récepteur. Nous avons donc vu que, malgré la diversité des hormones et des récepteurs, que les voies de signalisation étaient relativement peu nombreuses et impliquaient toujours le même type de cascade d'enzymes et de seconds messagers. Donc la molécule fixée à son récepteur va entraîner la production par exemple d'AMP cyclique ou de calcium ou d'IP3, des cascades faisant intervenir des protéines kinases, etc. La spécificité de chaque cellule cible va dépendre de la nature des molécules qui se trouvent en fin de voie de signalisation. C'est par exemple la nature des protéines qui vont être phosphorylées qui va donner la réponse spécifique à chaque cellule, ou la nature des protéines qui vont lier le calcium et ainsi permettre une réponse cellulaire différente lorsque la cellule cible est un muscle, le foie, le tissu adipeux ou le cerveau. Donc, les différents maillons de la chaîne vont être spécifiques de chaque cellule, mais en particulier les maillons qui terminent la voie de signalisation. Ce tableau vous présente la diversité des voies médiées par les récepteurs couplés aux protéines G. Donc nous attendons de vous que vous reteniez principalement les exemples qui ont été traités dans le cours, mais ce tableau vous montre qu'il en existe en fait une très grande diversité.
Nous allons donc voir maintenant d'autres exemples qui illustrent que la même hormone peut provoquer sur des cellules cibles différentes des effets tout à fait différents. À gauche de la diapositive, nous allons étudier l'effet de l'hormone antidiurétique, appelée aussi vasopressine, sur les vaisseaux ou sur le rein. Dans la partie haute de la diapositive, vous voyez l'effet de cette hormone sur les vaisseaux. Elle se fixe sur son récepteur qui est un RCPG, couplé à la protéine GQ, qui va donc entraîner la cascade de signalisation que vous connaissez bien maintenant, impliquant la phospholipase C, PIP2, DHG, IP3 et le calcium. La sortie de calcium du réticulum endoplasmique va donc déclencher la contraction de la cellule vasculaire et donc une vasoconstriction des vaisseaux. Lorsque cette même hormone agit sur le rein, elle va agir sur un RCPG, mais qui lui va être couplé à la protéine GS, qui va donc déclencher la voie de signalisation impliquant la MP cyclique et la protéine kinase A. La protéine kinase A va phosphoryler des protéines, ce qui va entraîner l'exocytose de vésicules qui contiennent des canaux appelés aquaporine 2 vers la membrane de la cellule rénale, ce qui permettra la réabsorption d'eau. Donc on voit ici comment, en utilisant des récepteurs différents, on va pouvoir mobiliser des voies de signalisation différentes et donc des effets différents à l'intérieur des cellules cibles qui peuvent être très différents. Ici, vous avez d'une part une contraction dans les cellules vasculaires et d'autre part la réabsorption d'eau dans les cellules rénales. De la même manière, l'angiotensine 2 peut avoir des effets qui vont être soit des effets vasculaires qui vont entraîner la contraction des cellules musculaires lisses des vaisseaux et donc une vasoconstriction, ou alors une réponse immunitaire, une réponse pro-inflammatoire. Et donc à chaque fois, l'angiotensine 2 possède un récepteur de type RCPG, mais ce RCPG est couplé à chaque fois avec une phospholipase différente, phospholipase C ou phospholipase D ou phospholipase A2, qui vont donc entraîner des voies de signalisation différentes qui vont avoir des effets sur le calcium dans le cas de la phospholipase C, donc sur une contraction musculaire, ou sur des molécules pro-inflammatoires, comme dans le cas de la cellule immunitaire. Nous avons vu précédemment que dans le cas notamment des RCPG, il y a mobilisation de protéines G, puis activation d'enzymes qui vont déclencher la production de seconds messagers dont la concentration va augmenter dans le cytoplasme. Mais ce processus n'est pas toujours présent. Dans certains cas, la protéine G, c'est ce qui figure ici sur la gauche de la diapositive, peut elle-même directement activer l'ouverture d'un canal, par exemple, qui va laisser entrer un cation ou empêcher l'entrée d'un cation ou d'un anion. En tout cas, ces flux ioniques vont modifier le potentiel de membrane de la cellule et c'est ça qui va déclencher la réponse de la cellule cible. Donc ici, il n'y a pas de production de second messager à l'intérieur du cytoplasme de la cellule cible. Nous avons beaucoup parlé des effets cytoplasmiques consécutifs à la fixation d'une hormone sur son récepteur membranaire, mais les récepteurs membranaires peuvent aussi avoir des effets nucléaires, comme nous en avons vu quelques exemples. Donc, cet effet nucléaire est médié par un effet cytoplasmique. En général, il s'agit d'une cascade de phosphorylation impliquant des kinases qui, à la fin, va aboutir à la phosphorylation d'un facteur de transcription qui va pouvoir se fixer sur l'ADN et activer la transcription d'un gène. Sur la droite de la diapositive, vous avez donc l'exemple du récepteur à l'érythropoïétine, qui est un récepteur de type récepteur enzyme RTK. Lorsque l'érythropoïétine est fixée sur son récepteur, celui-ci se dimérise et va d'une part s'autophosphoryler et recruter des protéines qui vont être capables elles aussi de phosphoryler d'autres molécules. Le facteur de transcription STAT, par exemple, pourra être recruté puis être phosphorylé. Une fois qu'il est phosphorylé, il peut être transféré dans le noyau et activer l'expression des gènes qui permettront la multiplication des globules rouges, par exemple. De la même manière, la voie des MAP kinases peut entraîner la phosphorylation de facteurs de transcription qui vont avoir des effets nucléaires. Donc même si on peut retenir que globalement les récepteurs membranaires ont des effets cytoplasmiques, il ne faut pas se limiter à ces effets et comprendre que les effets cytoplasmiques via des phosphorylations
peuvent aussi avoir des effets à plus long terme dans le noyau sur l'expression de certains gènes. Les récepteurs membranaires peuvent être étudiés à l'aide de différentes molécules qui peuvent mimer ou s'opposer à l'action du ligand naturel. Les agonistes sont donc des molécules qui, en se fixant sur le récepteur, vont mimer la même réponse que le ligand naturel, déclencher la même réponse à l'intérieur de la cellule cible. A l'inverse, un antagoniste va souvent agir comme un inhibiteur compétitif et se fixer à la place du ligand naturel, mais bloquer les effets du récepteur qui du coup ne va pas activer la voie de signalisation. Ces agonistes et antagonistes sont très importants car la plupart du temps ils sont très spécifiques d'un type de récepteur donné. Par exemple, si on veut s'intéresser à l'adrénaline, on va avoir du mal à différencier les effets de l'adrénaline qui portent sur les récepteurs alpha ou sur les récepteurs bêta, qui peuvent pourtant parfois entraîner des résultats opposés. Alors, on pourra utiliser soit des agonistes spécifiques des récepteurs alpha ou des récepteurs bêta, ou de la même manière des antagonistes spécifiques de l'un ou l'autre des récepteurs, ce qui permet de cibler non pas l'effet d'une hormone, mais l'effet d'une hormone sur un type de récepteur particulier. Tous les récepteurs ont une certaine spécificité, c'est-à-dire qu'ils fixent un ligand ou une petite catégorie de famille de molécules et ne fixent pas d'autres types de ligands qui ont des structures moléculaires très différentes. La fixation du ligand sur son récepteur étant une fixation de type clé-enzyme avec une complémentarité et une interaction par des liaisons faibles. Dans certains cas, le même récepteur est spécifique de plusieurs ligands, à condition bien sûr que ces ligands aient une certaine similarité de structure. C'est le cas par exemple du récepteur à l'IGF, qui est capable de lier ce facteur de croissance qui est l'IGF, mais aussi un petit peu l'insuline. Dans ce cas, souvent, la fixation d'un ligand ou de l'autre va déclencher préférentiellement certaines voies et pas d'autres. Si le récepteur est capable de déclencher deux types de voies de signalisation, eh bien la fixation du premier ligand sur le récepteur va majoritairement activer la première voie et un petit peu moins la deuxième voie, et l'inverse se produira si l'autre type de ligand est fixé. Dans le cas de l'insuline et de l'IGF, ça permet en fait sur le même type de cellules d'avoir dans le cas de l'insuline des effets qui vont être majoritairement métaboliques, et dans le cas de l'IGF, des effets qui vont être des effets sur la prolifération de la cellule cible, alors que les deux molécules se fixent sur le même récepteur. De la même manière que les neurones intégraient tous les signaux reçus au niveau du corps cellulaire, les cellules cibles doivent intégrer tous les signaux hormonaux qu'elles reçoivent car elles possèdent sur leur membrane plasmique différents types de récepteurs qui peuvent être stimulés soit à des moments différents, mais soit en même temps, par des hormones de nature différente. Ce qui va permettre à la cellule d'intégrer, c'est que le nombre de seconds messagers est relativement limité et que la fixation de toutes les hormones sur le récepteur va moduler les concentrations intracellulaires de ces seconds messagers. Et c'est la concentration de ces seconds messagers, la modulation de la concentration de ces seconds messagers par les différentes voies de signalisation, ou éventuellement la modulation du potentiel de membrane suite à l'activation de ces différents récepteurs, qui va pouvoir être intégré, qui va pouvoir être additionné, et ce qui va entraîner une réponse cellulaire adaptée. Le fait que les voies de signalisation possèdent de nombreuses étapes successives permet en fait d'amplifier le signal de façon très rapide. Si on prend l'exemple de l'adrénaline qui provoque une réponse cellulaire très très rapide, eh bien une molécule d'adrénaline peut en fait stimuler 100 protéines G qui elles-mêmes vont stimuler 100 adénylate cyclase, produisant ainsi 10 000 seconds messagers, 10 000 AMP cycliques qui vont activer 10 000 protéines kinase A. Ça va entraîner l'activation de 100 000 phosphorylase kinase et donc l'activation de 1 million de glycogène phosphorylase et donc la libération de 100 millions de molécules de glucose. Donc en fait, on a un processus qui en quelques secondes a permis à partir d'une hormone de libérer des quantités colossales de glucose dans la cellule et éventuellement dans la circulation.
Donc nous avons vu précédemment que l'on pouvait amplifier un signal de façon très rapide et très importante. Ça va provoquer une réponse importante de la cellule cible et très rapide. Mais cette réponse doit être limitée dans le temps afin de ne pas perturber la physiologie de l'organisme, et donc on doit avoir un message qui est de courte durée. Donc ce message en fait pourra être terminé à différents niveaux. D'abord, l'hormone elle-même va avoir une demi-vie, donc sa quantité dans le sang va pouvoir diminuer assez rapidement. Alors la demi-vie des hormones n'est pas la même pour toutes les hormones, on en reparlera, mais déjà, la diminution du taux de l'hormone dans le sang, par souvent des processus de rétrocontrôle négatif, est déjà un des moyens de terminer le signal hormonal. Le deuxième moyen, c'est de désensibiliser le récepteur. On a vu l'effet de la bêta-arestine et la désensibilisation des protéines G qui peuvent entraîner éventuellement l'internalisation du récepteur. Donc le récepteur, lui aussi, ne va pas s'activer en permanence suite à la fixation de l'hormone. Il a une activité qui est limitée dans le temps. Enfin, le second messager, lui aussi, va avoir une durée de vie limitée, puisqu'on a vu par exemple pour la MP cyclique qu'il pouvait être dégradé par la phosphodiestérase, par exemple. Et donc la phosphodiestérase est très active et va dégrader très vite la MP cyclique. Et enfin, les phosphorylations induites au cours de la cascade de signalisation, elles aussi sont réversibles grâce à l'intervention de phosphatases qui vont enlever les phosphates. Et donc à chaque niveau, on peut mettre un terme, mettre fin au signal de telle sorte à ce que celui-ci ne soit que transitoire et ne perturbe pas la physiologie de la cellule ou de l'organisme. Donc nous avons évoqué précédemment la phosphodiestérase, qui est une enzyme qui clive le cycle de l'AMP cyclique pour donner de l'AMP, l'AMP qui n'active plus du tout l'APK, qui n'a pas du tout le même effet, et donc qui va mettre un terme à cette voie de signalisation qui est par exemple induite par la fixation de l'adrénaline sur son récepteur de type bêta. Lorsque l'on prend de la caféine, eh bien la caféine va bloquer la phosphodiestérase. Ça permet donc d'augmenter la quantité d'AMP cyclique et donc de prolonger le signal lié à la fixation de l'adrénaline sur son récepteur bêta. Cela veut dire que dans l'absolu, la caféine ne fait rien, mais la caféine a un effet lorsqu'elle est combinée à l'action de l'adrénaline qui permet d'augmenter la quantité d'AMP cyclique. Donc la caféine, en fait, va augmenter les voies du stress à condition qu'il y ait du stress et que l'adrénaline soit produite. La désensibilisation du récepteur, comme nous l'avons vu, est donc également un élément de terminaison des voies de signalisation. Donc nous avons vu dans le cours l'exemple de la désensibilisation des récepteurs couplés aux protéines G par la bêta-arestine et la phosphorylation du récepteur, donc bêta-arestine recrutée par les sous-unités bêta et gamma lorsqu'elles sont dissociées de la sous-unité alpha. Et nous verrons en TD aussi que certaines phosphorylations sur le récepteur, donc dans le cas des récepteurs à activité tyrosine kinase, vont aussi désensibiliser le récepteur. Et donc dans certains cas, on peut avoir même des pathologies liées à la désensibilisation chronique du récepteur, donc c'est le cas par exemple du récepteur à l'insuline, dans le cas des diabètes de type 2. Certains agents pathogènes utilisent ces voies de signalisation pour agir. Ici, c'est le cas du bacille vibrio cholerae, qui produit une toxine à l'intérieur de la lumière intestinale, qui est la toxine cholérique. Cette toxine, en fait, en se fixant sur les cellules intestinales et en étant endocytée de façon rétrograde, va aller activer la protéine GS et donc activer ce qui va provoquer l'activation constitutive de l'adénylate cyclase et donc une surproduction d'AMP cyclique. Cette surproduction d'AMP cyclique va suractiver un canal qui est un canal chlore, ce qui va entraîner la sécrétion de chlore dans la lumière intestinale, sécrétion de chlore qui va être accompagnée par la sécrétion de sodium et d'eau, ce qui va provoquer chez le patient atteint de ce bacille et donc de la toxine, par des diarrhées très importantes, fulgurantes, qui vont entraîner la déshydratation et la mort. Alors, que faut-il retenir de cette partie ? Les grandes règles sont les suivantes. D'abord, différentes hormones peuvent induire la production du même second messager. Nous avons vu l'exemple du glucagon et de l'adrénaline sur son récepteur bêta qui entraîne l'augmentation de l'AMP cyclique.
Le même second messager peut entraîner, lui, par contre, des effets différents en fonction de la cellule cible. Le même second messager va entraîner l'activation de protéines kinases qui n'auront pas les mêmes cibles en fonction de la cellule. Une même hormone peut, elle également, induire des seconds messagers différents en fonction de la cellule cible, soit parce qu'elle se fixe sur des récepteurs différents, soit parce que, à l'intérieur de la cellule cible, les voies d'initiation sont différentes. Et enfin, nous avons précisé qu'un message hormonal devait absolument avoir un début et une fin, et que donc on devait avoir une régulation du processus de signalisation du début à la fin. Nous allons nous intéresser maintenant aux hormones stéroïdes, c'est-à-dire aux hormones qui dérivent du cholestérol par diverses réactions enzymatiques. Comme nous l'avons vu précédemment, par l'exemple du cortisol, ces hormones sont de nature hydrophobe et ne peuvent donc pas être retenues dans des vésicules délimitées par une membrane plasmique. La synthèse et la sécrétion de ces hormones vont donc être simultanées. Cette synthèse sera tissu spécifique, elle va dépendre de la nature des enzymes qui vont être présentes dans la cellule. Nous avons vu que la plupart de ces hormones dérivent de transformations des hormones les unes par rapport aux autres, grâce à la présence d'enzymes dans les cellules productrices. C'est donc la régulation de ces enzymes, des enzymes productrices, donc régulation de leur synthèse ou régulation de leur activité, qui va définir les quantités de ces hormones dans le sang. Les hormones stéroïdes sont donc dérivées d'une molécule qui est un lipide membranaire, qui est le cholestérol, et par modification successive, soit des cycles du cholestérol, soit de la chaîne carbonée qui est greffée sur les cycles, nous allons obtenir différentes hormones comme la testostérone, les œstrogènes, le cortisol, la progestérone ou l'aldostérone. Ces hormones peuvent des fois dériver les unes des autres par modification relativement modeste de la chaîne latérale ou des cycles, mais ces petites modifications peuvent entraîner un changement radical de la fonction de l'hormone ainsi produite. Ce tableau présente donc la diversité des hormones hydrophobes, des hormones stéroïdes chez l'animal. Nous avons déjà étudié le cortisol comme exemple de glucocorticoïde, et donc nous avons étudié son lieu de synthèse et puis ses effets. Nous verrons au prochain semestre également l'aldostérone qui est un minéralocorticoïde, donc produit par les glandes cortico-surrénales, et qui est une hormone qui va intervenir dans l'équilibre hydrominéral dans le corps. Et puis, toutes les hormones sexuelles, qu'elles soient féminines ou masculines, donc œstrogène et progestérone chez la femme, androgènes, comme la testostérone chez l'homme, sont aussi des hormones stéroïdes dérivées du cholestérol. Les hormones stéroïdes, étant hydrophobes, ne peuvent pas circuler librement dans le sang, car le plasma est évidemment un environnement aqueux. Donc elles doivent circuler accrochées à des transporteurs, liés à des transporteurs. Ces transporteurs sont de grosses protéines hydrophiles, donc qui circulent elles très facilement dans le plasma, mais qui contiennent une poche hydrophobe dans laquelle vient se loger l'hormone stéroïde. Dans le cas de la testostérone, par exemple, l'hormone va circuler à une protéine de liaison qui va être une protéine spécifique qui s'appelle Androgen Binding Protein, ABP. Nous avons vu que l'équivalent existe pour le cortisol. Donc à peu près 75% de l'hormone va être transportée par ce transporteur spécifique qui ne transporte que cette hormone. Et puis il existe également dans le plasma des protéines non spécifiques comme la sérumalbumine qui peut transporter toute hormone de nature hydrophobe, et c'est à peu près 25% des hormones qui sont transportées par ce type de transporteur. Lorsque le transporteur arrive au niveau du tissu cible, par les lois de la diffusion, l'hormone va se détacher du transporteur pour aller se fixer sur son récepteur qui se trouve à l'intérieur de la cellule cible. Les hormones stéroïdes sont donc de nature hydrophobe, elles peuvent traverser la membrane plasmique lorsqu'elles arrivent au niveau du tissu cible, et elles vont reconnaître un récepteur qui est un récepteur intracellulaire. Alors, ce récepteur peut se trouver dans le cytoplasme,
auquel cas la fixation de l'hormone déclenchera la translocation dans le noyau et la fixation sur l'ADN au niveau de régions promotrices de gènes qui seront ensuite, dont l'expression sera activée, donc le gène sera transcrit, puis l'ARN messager sera traduit en protéines, ce qui déclenchera une réponse au niveau de la cellule cible. Certains récepteurs se trouvent déjà dans le noyau et la fixation de l'hormone va permettre la fixation sur l'élément de réponse au niveau du promoteur de l'ADN, ou alors dans certains cas, les récepteurs sont déjà sur l'élément de réponse et la fixation de l'hormone déclenche l'activation de la réponse, c'est-à-dire le recrutement de la machinerie de transcription via, à la fin, l'ARN polymérase 2. Les récepteurs intracellulaires aux hormones stéroïdes ont tous une structure commune. Ils possèdent tous un domaine de transactivation dans leur partie N-terminale, c'est-à-dire un domaine qui va être capable de recruter la machinerie de transcription et recruter in fine l'ARN polymérase 2. Ils possèdent ensuite un domaine de liaison à l'ADN qui leur permet de se fixer sur les éléments de réponse à l'hormone. Ce domaine possède une structure protéique particulière qui est la structure en doigt de zinc, c'est-à-dire une structure avec des cystéines qui lient un atome de zinc, ce qui forme un repliement de la chaîne protéique. Ce repliement forme un doigt qui vient se loger dans le grand sillon de l'ADN, et les acides aminés qui constituent cette partie-là de la chaîne protéique vont avoir une séquence particulière qui leur permettra de reconnaître une séquence nucléotidique particulière au niveau de l'élément de réponse. Dans la partie C-terminale, le récepteur possède également un domaine de liaison à l'hormone qui va, en fixant l'hormone, entraîner des changements de conformation de toute la chaîne et activer notamment le domaine de transactivation. On trouvera également dans ces récepteurs un signal de localisation nucléaire puisque ces récepteurs agissent lorsqu'ils sont dans le noyau. Il existe donc également une grande diversité de récepteurs intracellulaires, comme il existe une grande diversité d'hormones stéroïdes. Donc il existe des récepteurs aux glucocorticoïdes, aux minéralocorticoïdes, à la progestérone, aux œstrogènes ou à la testostérone. Ces récepteurs sont très souvent agissent sous forme de dimères car ils reconnaissent une séquence qui va être soit un palindrome, soit une séquence répétée au niveau de l'élément de réponse. Et donc, deux éléments monomériques vont pouvoir venir se fixer sur l'élément de réponse. Les récepteurs aux hormones stéroïdes se fixent sur des séquences d'ADN appelées séquences consensus, car ce sont des motifs qui sont conservés d'un gène cible à l'autre, conservés en moyenne, d'où le terme de consensus. Ces motifs sont appelés des éléments de réponse ou responsive elements en anglais. Ces séquences d'ADN sont souvent des séquences palindromiques, comme dans le cas de l'élément de réponse aux œstrogènes ou aux hormones thyroïdiennes, c'est-à-dire qu'ils peuvent se lire de la même manière dans les deux sens. Ce peut être également des séquences répétées, comme dans le cas de l'élément de réponse à l'acide rétinoïque. On retrouve donc ces éléments de réponse dans les régions régulatrices des gènes, donc soit au niveau des enhancers, soit au niveau des promoteurs. Et comme nous l'avons vu précédemment, la fixation du récepteur et de son hormone va entraîner la mobilisation de coactivateurs de la transcription qui vont permettre à la fin de recruter la machinerie de transcription contenant l'ARN polymérase 2. L'identification de ces éléments de réponse dans les promoteurs ou les enhancers de certains gènes permet de soupçonner l'influence de l'hormone sur l'expression de ce gène. Les récepteurs aux hormones stéroïdes vont moduler la transcription des gènes en jouant notamment sur la structure de la chromatine. Nous voyons dans la partie haute du schéma qu'en absence de l'hormone, le récepteur stéroïde fixé sur son élément de réponse va recruter un ensemble de complexes protéiques qui vont jouer un rôle de corépresseur, c'est-à-dire qu'ils vont recruter des molécules qui vont entraîner la déacétylation des histones. Les histones déacétylées vont se mettre dans une conformation compacte et donc empêcher l'accès du promoteur à l'ARN polymérase. Lorsque le ligand se fixe sur le récepteur, le complexe, les corépresseurs se détachent
et des complexes de coactivateurs vont venir se fixer. Ils vont recruter des molécules impliquées dans l'acétylation des histones. L'acétylation des queues d'histones va décompacter les nucléosomes et permettre ainsi de rendre accessible la région du promoteur, le site d'initiation de la transcription, au complexe basal de la transcription contenant l'ARN polymérase 2. Donc, comme nous l'avons vu, les hormones hydrophobes de type hormones stéroïdes ont des récepteurs qui se trouvent à l'intérieur de la cellule. Pour résumer, nous avons vu différents modes d'action. Nous avons vu l'exemple du récepteur au glucocorticoïde qui se trouve dans le cytoplasme et qui sera transloqué dans le noyau en réponse à la fixation de l'hormone sur son récepteur. Dans le cas du récepteur aux œstrogènes, le récepteur est déjà présent dans le noyau et il sera transloqué sur l'ADN au niveau de l'élément de réponse lorsque l'hormone vient se fixer. Nous avons vu également dans le cas des hormones thyroïdiennes que le récepteur est déjà fixé sur l'ADN au niveau de l'élément de réponse, mais que la fixation de l'hormone va déclencher l'activation transcriptionnelle. Nous avons vu également qu'en fonction de la nature de l'élément de réponse, donc palindromique ou élément répété, nous pouvons avoir fixation du récepteur sous forme dimérique. Ces récepteurs peuvent se fixer sous forme d'homodimères ou alors d'hétérodimères, comme c'est le cas par exemple pour les hormones thyroïdiennes. La fixation de l'hormone sur son récepteur puis sur l'élément de réponse va déclencher la plupart du temps l'activation transcriptionnelle, mais nous avons vu également quelques exemples dans lesquels cela pouvait déclencher le recrutement de corépresseurs et l'inhibition de la transcription du gène cible. La nature du gène cible va dépendre de la cellule cible, c'est-à-dire des régions chromatiniennes qui peuvent être fixées par le récepteur aux hormones en fonction de l'état de condensation-décondensation de la chromatine. Les gènes cibles dont la transcription va être activée par les hormones stéroïdes permettent à celles-ci de remplir leur rôle physiologique. Dans le cas des œstrogènes et de la progestérone, par exemple, ce sont des gènes cibles qui sont impliqués dans la fonction reproductrice, donc qui vont être impliqués soit au niveau des œstrogènes, principalement dans les mécanismes physiologiques qui interviennent au cours de la phase folliculaire, alors que pour la progestérone, ce seront des gènes qui seront impliqués au niveau des différents organes sexuels dans la physiologie liée à la phase lutéale dans la deuxième partie du cycle. Dans le cas des glucocorticoïdes, les gènes cibles vont être des gènes impliqués principalement dans le métabolisme. Vous reconnaissez ici le gène de la PEPCK par exemple, qui intervient dans la glycolyse. Donc des gènes impliqués dans le métabolisme ou dans les fonctions immunitaires. Dans le cas des minéralocorticoïdes, ce seront des gènes qui auront un rôle dans le maintien de l'osmolarité, c'est-à-dire dans la réabsorption de l'eau ou des métabolites. Il a été identifié au cours de la dizaine d'années précédentes des actions des récepteurs nucléaires qui ne passeraient pas par le noyau et qui seraient donc des actions non génomiques. Ces actions sont appelées voies non canoniques car ce ne sont pas les voies traditionnelles ou traditionnellement décrites pour ces récepteurs, mais ces voies permettent un passage par le cytoplasme, donc l'hormone fixée à son récepteur entraînerait la modulation de la concentration d'un certain nombre de métabolites, de seconds messagers dans le cytoplasme. Et la modification de la concentration de ces seconds messagers entraînerait donc des actions relativement rapides et transitoires, de la même manière que les hormones possédant un récepteur membranaire. Dans le cas de certaines hormones stéroïdes, il a été identifié également la présence de récepteurs membranaires. Toutefois, ces voies étant beaucoup plus rares et beaucoup plus anecdotiques dans le corps, nous retiendrons principalement cette année les actions génomiques des récepteurs aux hormones stéroïdes. Nous retiendrons donc cette année que les hormones hydrophiles de type peptidique ou catécholamine vont se fixer car elles sont hydrophiles sur un récepteur présent à la surface de la membrane de la cellule cible. Ce récepteur, dont vous devez connaître les différentes natures,
va entraîner une cascade de signalisation intracellulaire avec apparition de seconds messagers dans le cytoplasme. Ces seconds messagers vont avoir des effets biologiques multiples et entraîner une réponse cellulaire. Une action au niveau du noyau n'est pas à exclure, avec l'implication de facteurs de transcription qui, par leur degré de phosphorylation, peuvent devenir actifs. Dans le cas des hormones stéroïdes, nous retiendrons que ces hormones étant hydrophobes, elles peuvent traverser la bicouche lipidique, se fixer sur un récepteur qui se trouve dans le cytoplasme ou dans le noyau. Celui-ci, en se fixant sur l'ADN au niveau d'éléments de réponse à l'hormone, va entraîner la transcription de certains gènes, ce qui va entraîner la production de nouvelles protéines et donc une réponse de la cellule cible et un effet physiologique. Ce tableau récapitule donc la nature des hormones que nous avons étudiées. Hormones de nature peptidique, donc issues de la transcription et traduction d'un gène. Hormones stéroïdes qui dérivent du cholestérol par des réactions enzymatiques successives. Ou hormones dérivant d'acides aminés, donc les catécholamines, ou les hormones thyroïdiennes. La nature de la modification permettant aux catécholamines d'être hydrophiles et aux hormones thyroïdiennes d'être hydrophobes. Les modes de synthèse et de stockage de ces hormones sont récapitulés, ainsi que le mode de libération, le transport dans le plasma en fonction de leur nature hydrophile ou hydrophobe, leur temps de demi-vie, qui est bien sûr plus long si l'hormone est associée à un transporteur, la localisation du récepteur et la nature de la réponse, ainsi que quelques exemples figurent dans ce tableau. Nous vous demandons de le lire attentivement. Qu'avons-nous appris au cours du traitement des différents exemples précédents sur l'origine des hormones? Les hormones sont sécrétées par des glandes endocrines, c'est-à-dire des organes qui sont spécialisés dans la sécrétion des hormones, des organes qui sont dédiés complètement à la sécrétion endocrine, par exemple les glandes surrénales, l'adénohypophyse, la thyroïde. Les hormones peuvent également être produites par des groupes de cellules endocrines, mais qui se trouvent au sein d'un organe ayant une autre fonction. C'est le cas, par exemple, ici, vous le voyez sur la coupe histologique, des cellules de Leydig, qui sont spécialisées dans la production de testostérone, au sein d'un organe qui est le testicule, et dont la fonction est de produire les spermatozoïdes. Ce sera également le cas pour les cellules qui produisent l'ANP dans le cœur, pour les cellules juxtaglomérulaires dans le rein, ou, comme nous l'avons vu, donc pour les cellules de Leydig dans le testicule. Les hormones peuvent également être produites par des neurones, qui libèrent alors ce qu'on appelle des neurohormones dans la circulation sanguine. C'est le cas des neurones de la post-hypophyse. Dans le cas d'une cellule neuroendocrine, la neurohormone sera fabriquée, sera synthétisée au niveau du corps cellulaire du neurone, puis va être transportée dans des vésicules jusqu'à l'extrémité, jusqu'aux terminaisons neuronales, et elle sera stockée au niveau de la synapse et libérée lorsque le neurone sera stimulé. La sécrétion se fera par exocytose car ce sont des hormones qui sont de nature peptidique. Dans le cas de la post-hypophyse, c'est donc l'ocytocine, par exemple, ou l'hormone antidiurétique. Les différentes hormones que nous avons étudiées nous ont montré que les hormones ont des effets pléiotropes, c'est-à-dire des effets sur tout un tas d'organes, tout un tas de cellules cibles dans le corps. Si nous prenons l'exemple de la testostérone, nous voyons que cette hormone peut aussi bien avoir des effets au niveau du cerveau, sur le comportement sexuel ou le comportement, la capacité à développer un comportement agressif. Elle peut avoir un effet au niveau des caractères sexuels secondaires, donc développement de la pilosité, modification de la voix. Elle va entraîner une croissance musculaire, des effets au niveau du testicule sur la spermatogénèse. Elle peut aussi avoir des effets immunitaires et avoir des effets sur l'utilisation du tissu graisseux dans le tissu adipeux. Tous ces effets sont pléiotropes, c'est-à-dire qu'il existe un grand nombre de cellules dans le corps qui possèdent un récepteur à cette hormone qui permet aux différentes cellules de répondre en fonction de leur état de différenciation. Elles vont avoir une réponse différente à l'hormone
dans le cas de la testostérone, donc exprimer différents types de gènes cibles. On peut également classer les hormones en fonction des grandes classes d'effets qu'elles produisent. Si on prend l'exemple de l'adrénaline, elle va avoir un effet sur les tissus musculaires, c'est-à-dire sur la contraction musculaire au niveau du cœur, au niveau des muscles lisses des vaisseaux. Nous pouvons avoir aussi des hormones qui vont avoir des effets morphologiques sur le développement de certains organes. Donc c'est le cas de l'hormone de croissance qui est responsable de la croissance osseuse ou de la testostérone qui, comme nous l'avons vu, va entraîner un développement de la masse musculaire. Certaines hormones vont avoir un effet sur la régulation de la composition du milieu intérieur, c'est-à-dire du sang. L'hormone antidiurétique, par exemple, va avoir un effet sur la composition en eau du plasma. D'autres hormones vont avoir un effet sur la quantité de sodium, la quantité de glucose ou d'acides aminés, en jouant notamment sur le fonctionnement du rein. De nombreuses hormones interviennent sur la régulation du métabolisme. Ce sera le cas de l'insuline qui va jouer un rôle sur le métabolisme des glucides, des lipides et des protéines, ou les hormones aussi T3 et T4 qui vont avoir des effets métaboliques assez généraux et activer les oxydations mitochondriales. Enfin, de nombreuses hormones ont un rôle sur la régulation de la sécrétion d'autres hormones. C'est le cas notamment des hormones hypothalamiques qui vont entraîner un effet sur la production des hormones de l'antéhypophyse. C'est ce qu'on appelle des effets trophiques. Enfin, nous avons vu également que différents types de stimuli déclenchaient la sécrétion des hormones. Par exemple, les hormones peuvent être sécrétées en réponse à la stimulation par un ion, sodium par exemple, ou par un métabolite comme le glucose. C'est le cas de l'insuline dont la sécrétion est induite au niveau de la cellule bêta des îlots de Langerhans par le glucose. D'autres hormones peuvent être sécrétées en réponse à la stimulation par un neurone. C'est le cas de l'adrénaline au niveau des glandes médulo-surrénales qui va être activée, dont la sécrétion va être activée par le système nerveux sympathique. D'autres hormones sont sécrétées en réponse à la stimulation par une autre hormone. Ça va être le cas de toutes les hormones du système antéhypophysaire, et donc par exemple LH et FSH, dont la production est activée par GnRH. Alors parfois, la sécrétion va être régulée par plusieurs de ces mécanismes, puisque d'autres hormones peuvent par exemple réguler la production de l'insuline. Les hormones peuvent avoir entre elles des interactions de différents types. Cette diapositive illustre une synergie entre plusieurs hormones. En effet, nous avons vu précédemment que le glucagon, l'adrénaline et le cortisone sont des hormones qui sont produites soit en situation de stress, soit en situation de jeûne. Et ces trois hormones, en fait, ont pour effet de conduire les cellules cibles du foie, du muscle, à mobiliser leurs réserves énergétiques et notamment leur stock de glycogène. Si l'on regarde le taux de glucose sanguin suite à l'action de chacune de ces hormones, on observe pour le cortisol une libération d'une quantité relativement faible de glucose dans le sang. Le glucagon, lui, va entraîner la libération de glucose, mais de façon assez rapide, alors que l'adrénaline mobilise les réserves de glucose, mais sur un temps plus long, sur quelques heures. Lorsqu'on fait agir ces hormones par 2 ou par 3 dans le corps, eh bien on s'aperçoit que l'effet est supérieur à la somme des effets individuels de ces hormones. En effet, glucagon plus adrénaline va entraîner une augmentation très importante du taux de glucose sanguin, et cet effet est exponentiel lorsque l'on met ensemble les trois hormones. Donc l'effet des trois hormones est supérieur à la somme des effets individuels, et ça c'est lié au fait que les deux hormones agissant sur leurs récepteurs vont déclencher une augmentation très forte de la concentration du second messager qui dans leur cas est la MP cyclique, et ça va déclencher une amplification très importante du signal. Pour le cortisol, les effets sur la MP cyclique vont s'ajouter à des effets génomiques qui vont, sur un temps moyen ou un temps long, démultiplier les effets des deux autres hormones.
Cela permet au niveau physiologique d'avoir une réponse très importante à des situations combinées, c'est-à-dire une situation de stress qui se combinerait à une situation d'hypoglycémie ou de jeûne prolongé. Certaines hormones agissent par contre à l'inverse selon un mécanisme antagoniste, selon des mécanismes antagonistes. C'est le cas par exemple de l'insuline qui va avoir des effets antagonistes à ceux présentés pour le glucagon et l'insuline. Alors pour rappel, l'insuline, lorsqu'elle est fixée à son récepteur, va entraîner des cascades de phosphorylation qui vont activer la glycogène synthase. Et donc ces mécanismes vont activer la production, le stockage de glycogène dans les hépatocytes, l'insuline étant produite en général en situation d'hyperglycémie, et donc on va avoir stockage du glucose sous forme de glycogène. Le glucagon, produit lui en hypoglycémie, ou l'adrénaline, produite en situation de stress, vont entraîner via l'AMP cyclique l'activation de la PKA, qui va entraîner une cascade de phosphorylation qui, elle, au contraire, va déclencher la phosphorylation de la glycogène synthase, ce qui va la rendre inactive. Donc la synthèse de glycogène sera bloquée dans les cellules du foie, et à l'inverse, les enzymes intervenant dans la dégradation du glycogène et dans la libération de glucose dans le sang vont être activées. Donc nous voyons bien ici que les actions au niveau d'une même cellule cible de certaines hormones peuvent être antagonistes parce qu'elles vont déclencher des voies de signalisation qui vont s'opposer les unes aux autres dans la cellule cible. Dans le cas du glucagon et de l'insuline, ce n'est pas un problème puisque le glucagon et l'insuline sont produits à des moments différents de la journée ou dans des situations physiologiques différentes. Mais on voit bien ici à quel point une situation de stress, par exemple, qui déclencherait la production d'adrénaline, irait à l'encontre de la sécrétion d'insuline en période postprandiale. Donc on voit bien ici que le stress en situation de digestion, en période postprandiale, va entraîner des effets opposés de deux hormones et donc va contrarier l'effet de l'insuline et le stockage de glucose sous forme de glycogène dans le foie. De la même manière, et même si le récepteur à l'adrénaline dans le muscle est différent, la situation dans le muscle entre l'adrénaline et l'insuline met aussi en évidence un antagonisme. L'insuline fixée sur son récepteur va entraîner une cascade de phosphorylation qui va déclencher l'exocytose de vésicules contenant un transporteur GLUT4 qui va permettre l'entrée de glucose dans la cellule, et l'insuline va entraîner des cascades de phosphorylation qui vont déclencher l'activation de la glycogène synthase et donc le stockage de glucose sous forme de glycogène. L'adrénaline fixée à son récepteur, qui est cette fois un récepteur alpha, va déclencher la production de second messager de type IP3, DAG et calcium, et cela va avoir pour effet, au contraire, de phosphoryler la glycogène synthase et donc de rendre inactif la glycogène synthase, donc de favoriser le déstockage du glycogène. A l'inverse, la glycogène phosphorylase va se retrouver activée par la cascade de signalisation de l'adrénaline sur son récepteur alpha. Cela montre donc que l'insuline en période postprandiale va favoriser le stockage de glucose sous forme de glycogène dans le muscle et va favoriser l'entrée de glucose dans le muscle, alors que l'adrénaline, en situation de stress et en utilisant des mécanismes opposés à ceux de l'insuline, va entraîner le déstockage du glycogène pour que la cellule musculaire puisse utiliser son glucose en vue de produire de l'énergie pour la contraction musculaire. Attention, dans le muscle, on rappelle qu'il n'y a pas de glucose 6-phosphatase et donc que le glucose ne peut pas ressortir de la cellule musculaire pour passer dans le sang. Nous avons vu également à travers les différents exemples que la plupart des synthèses hormonales sont soumises à des rétrocontrôles. Nous prenons ici le cas particulier de l'axe hypothalamo-hypophysaire conduisant à la production d'œstrogène, car dans ce cas très particulier, le taux d'œstrogène va entraîner dans certains cas un rétrocontrôle négatif sur la production de FSH, de LH, FSH et même de GnRH, mais lorsqu'on dépasse
une certaine quantité d'œstrogène, on va avoir un rétrocontrôle positif. Par contre, la plupart du temps, les hormones exercent simplement un rétrocontrôle négatif sur leur propre synthèse, ce qui va permettre la stabilité du taux d'hormones dans le sang. Les boucles de rétrocontrôle se font à différents niveaux. En effet, si l'hormone exerce un rétrocontrôle simplement sur la glande qui la produit, on parle d'une boucle de premier ordre, mais parfois l'hormone peut entraîner un rétrocontrôle négatif sur la glande produisant l'hormone qui elle-même stimule sa propre production, donc on parle de boucle de deuxième ordre ou de boucle de troisième ordre si la production de 3 hormones se fait successivement. La durée de vie de l'hormone et la terminaison de la réponse sont déterminantes pour que l'action de l'hormone n'ait qu'un temps déterminé qui soit en lien, qui soit adapté par rapport à l'effet physiologique de l'hormone. La demi-vie de l'hormone, c'est le temps au bout duquel il ne reste que 50% de la quantité d'hormones dans le sang. Bien sûr, la demi-vie de cette hormone dépend de l'équilibre entre la production et la dégradation. Les hormones circulantes vont être dégradées ou transformées par des enzymes qui sont en général produites par le foie ou le rein, et puis elles vont être éliminées dans la bile ou dans les urines. Les hormones qui circulent liées à un récepteur, à un transporteur, comme nous l'avons vu dans le cas des hormones stéroïdes, bien sûr vont avoir de ce fait-là une demi-vie beaucoup plus importante car elles sont protégées par le transporteur de la dégradation. Lorsque les hormones sont fixées à leur récepteur, elles vont ensuite être endocytées avec leur récepteur, ce qui entraîne aussi une durée limitée pour l'action de l'hormone sur son récepteur. Les hormones dont la demi-vie est la plus courte sont en général les dérivés d'acides aminés, comme les catécholamines, l'adrénaline. Cette demi-vie, dans ce cas, dure quelques secondes. Lorsque l'hormone est peptidique, sa durée de vie peut être de quelques minutes. Pour les stéroïdes, c'est quelques heures, et pour les hormones thyroïdiennes T3 et T4, c'est de l'ordre de la journée.